Je suis en train d'écouter actuellement les conférences d'Étienne Klein, qui est un scientifique, un historien des sciences, comme on voudra. Et ce qui me frappe dans ses propos, vraiment dans le cadre d'un débat avec Lydia Jaeger, la science rend-elle la religion impossible, c'est qu'il ne parle pas de la technique. Exactement, il englobe la technique dans la science, semble-t-il. Or, la question, c'est quelle est la frontière qui passe entre la science et la technique. Quand nous sommes en face d'un objet scientifique, qu'est-ce que nous savons quant à sa nature technique? Est-ce que cet objet scientifique, il est scientifique ou est-ce qu'il est technique? Ou exactement, est-ce qu'il est naturel ou est-ce qu'il est une fabrication? Faber. À la limite, aujourd'hui, tout objet de science, tout objet de nature, peut être soupçonné de n'être qu'un objet technique, une fabrication. C'est vrai de plus en plus aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous avons développé une technologie qui n'existait pas il y a quelques siècles, et pour ne pas parler d'il y a quelques millénaires. Par conséquent, si on prend par exemple le système solaire, est-ce qu'il relève de la nature ou est-ce qu'il relève de la technique? Qu'en savons-nous? Alors, il y a effectivement des lois, on va dire, oui, mais le système solaire obéit à certaines lois, qui sont des lois universelles. Et alors, pourquoi la technique ne reproduirait-elle pas certaines lois universelles? Donc l'argument tombe de lui-même. C'est la fameuse question de l'imitation, du mimétisme. On emprunte des particularités à un modèle, et à partir de ce moment-là, on ne va pas dire que ce modèle a produit ce qui a été imité de lui. Il l'a produit sur le plan intellectuel, bien sûr, parce qu'il a servi, il a inspiré, mais il n'a pas. Donc il y a une causalité intellectuelle, mais il n'y a pas une causalité au sens scientifique du terme, à moins de repenser les termes de scientifique, etc. Tout est scientifique à un certain niveau, mais ne jouons pas sur les mots. La technique, quelque part, se constitue à l'image de la science, mais seulement à son image. J'emploie l'expression sciemment, puisque cette expression figure dans le premier chapitre de la Genèse. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Tsilum, Elohim, Muna. Donc, aujourd'hui, au XXIe siècle, il faut s'interroger sur la question, est-ce que ce que nous voyons comme étant de l'ordre de la nature n'est pas plutôt de l'ordre de la technique? Technique très élaborée. Mais, soyons humanistes jusqu'au bout, pourquoi certains êtres humains d'une autre galaxie, d'un autre monde, mais qui sont quand même humains, c'est-à-dire qui sont du l'ordre du vivant, qui résultent d'une évolution, pourquoi ces êtres humains n'auraient-ils pas créé le monde, notre monde? Donc finalement, nous avons introduit, en ce qui me concerne, la notion de Deus Faber, c'est-à-dire d'un dieu forgeron, Vulcain, Héphaïstos. Tout comme il y a un Homo Faber. En fin de compte, entre le Homo Faber et le Deus Faber, il n'y aurait pas tellement de différence. Parce que ce ne serait pas le dieu originel, le Big Bang. Non, c'est un Homo Faber, c'est un Deus Faber. Et à ce moment-là, le monde du Faber, de la technique, l'emporterait sur celui de la science. Alors, on nous dit, oui, mais vous comprenez, l'homme n'est apparu que tardivement.
Ça n'a aucune importance tout ça. On peut tout à fait imaginer qu'effectivement, pendant un certain temps, la nature a été ce qu'elle était et qu'elle s'est développée comme elle devait se développer. À un moment donné, il y a eu cette révolution du Faber. Qu'elle ait eu lieu des milliards d'années après le Big Bang, on s'en fout complètement. Puisque ce que nous en percevons, nous, aujourd'hui, c'est ce que nous en percevons. Donc, on n'est pas en train de faire remonter le Deus Faber aux origines. Ce n'est pas du tout l'enjeu. Il y a encore moins l'Homo Faber. Donc la question de l'âge n'a aucune importance. Bon, il faudrait évidemment nous prouver, dans le cas du système solaire, l'exemple que j'ai pris comme ça, un petit peu par provocation, parce que ce n'est pas forcément le bon exemple, que les matériaux constitutifs du système solaire sont très très anciens. Et alors? On peut très bien imaginer une technologie qui utilise des éléments anciens, c'est même normal, qui se sert d'éléments déjà existants, c'est normal. Donc là encore, le scientifique, au sens de celui qui dit que tout est de l'ordre de la nature, et qui nie le rôle du Faber, eh bien sa position est fragile, très fragile. Moi-même qui suis un chercheur spécialisé notamment dans la question de l'imitation, de la contrefaçon, eh bien la contrefaçon peut très bien se faire passer pour l'original, puisqu'elle l'emprunte, elle copie l'original. Et non seulement elle le copie, mais elle se sert même de la production même de l'original. C'est même de la nature pour se fabriquer. Donc, je ne connais pas très bien la pensée d'Étienne Klein, mais j'ai l'impression qu'il n'a pas investi suffisamment la question de la technique. L'opposition majeure entre science et technique, même si, bien entendu, il y a des points de convergence entre science et technique, puisque la technique est à l'image de la science et elle se sert de la nature pour se constituer, en grande partie. Mais ce n'est pas la même chose. On pourrait effectivement avoir un débat sur science et technique qui serait peut-être plus intéressant que le débat sur science et religion. Parce que le débat sur science et religion est inséparable du débat sur science et technique.